bienvenue dans ce rappel de cours de gestion. Aujourd'hui, nous allons parler donc du financement des investissements. Alors, ce qu'on va voir dans ce chapitre, ça va être entre autres le financement interne. Donc on va mettre ici le financement interne. Alors, dans le financement interne, on va parler de l'amortissement. On va également parler de la provision. Et on va parler également du désinvestissement. Donc on va mettre le désinvestissement. Voilà pour la première partie. La seconde partie qui va être bien sûr le financement externe. Voilà. Donc avec un i ici, ce sera beaucoup mieux. Donc le financement externe, qu'est-ce que ça va être? On va parler entre autres donc du crédit bail. Alors, on va mettre d'abord l'augmentation de capital. L'augmentation de capital. On va parler également de l'emprunt. Et donc finalement du crédit bail. Donc le crédit bail. Voilà le plan que nous allons suivre. Alors l'amortissement. On va d'abord définir l'amortissement. Donc on va mettre ici l'amortissement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'amortissement, en fait, c'est simplement le fait de constater la perte de valeur d'un élément de l'actif du bilan de par sa dépréciation. Donc, par un jeu d'écriture comptable, l'entreprise constate cette perte de valeur et donc fait face justement à cette perte de valeur, donc qui est due soit à l'obsolescence ou aux nouvelles technologies, etc. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Hop. Donc voilà ce qu'on peut dire principalement sur l'amortissement. On ne va pas revenir sur le calcul. Ensuite, nous allons parler donc de la provision. La provision, c'est presque pareil, sauf que ça ne s'applique pas sur les mêmes éléments. Donc la provision, en fait, c'est aussi constater une perte de valeur. C'est donc une charge probable, une perte probable. Cependant, là, ça s'applique sur les éléments de l'actif circulant et non pas immobilisé, contrairement à l'amortissement. C'est par exemple une provision sur une créance client, par exemple, ou alors sur le stock. Concrètement, si un client vous appelle l'entreprise et dit voilà, je ne pourrai pas vous rembourser ma dette, ou alors je ne pourrai rembourser qu'une partie de ma dette, l'entreprise va constater une provision, donc par un jeu d'écriture comptable, toujours pareil. Tout ça, c'est très comptable. Voilà. Donc on va indiquer ça. Voilà. Donc voilà pour la provision. Concernant maintenant le désinvestissement. En fait, se désinvestir, c'est concrètement, c'est céder, donc vendre ou revendre, on va dire, soit une partie de son activité, soit une partie de ses biens. Alors, quand on parle de biens, on fait allusion aux immobilisations. Donc, on va mettre ça ici comme ça. Voilà. Donc on a dit, il s'agit donc de vendre ou de céder, c'est pareil. Alors on emploie souvent le terme de cession en gestion et en immobilisation au lieu de vendre lorsqu'il s'agit justement des immobilisations. Donc céder ou vendre une partie de ses immos ou une partie de son activité. Voilà donc pour cette première partie. Ici je ne l'ai pas cité, mais en fait le financement interne c'est donc propre à l'entreprise. L'entreprise dans ces cas-là, donc dans le cas de l'amortissement, de la provision et du désinvestissement, ne fait pas appel à des personnes externes ou extérieures à l'entreprise, d'où le terme suivant, le financement externe, qui là on va le voir, fait appel soit à d'autres entreprises ou à des particuliers pour l'augmentation de capital, à des banques pour l'emprunt, ou alors à des sociétés de crédit bail. Donc voilà la différence entre le terme financement externe et financement interne. C'est interne à l'entreprise, et là donc à l'inverse, externe à l'entreprise. Donc maintenant parlons du financement externe. On va d'abord parler donc de l'augmentation de capital. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est lorsque l'entreprise émet sur le marché des titres, soit à destination des particuliers, soit à destination des entreprises, ou alors les deux, d'accord? Et donc par exemple, une entreprise va acquérir des titres et va ainsi devenir actionnaire. Et bien à ce titre, sans faire de jeu de mots, l'actionnaire aura des droits, tels que par exemple un droit de vote lors des assemblées générales, mais également et surtout droit aux dividendes en cas de résultat positif, bien sûr, en cas de bénéfice, d'accord. Donc tous les ans, l'entreprise, donc les actionnaires,
auront un droit de vote, enfin, ont un droit de vote en permanence bien sûr, mais surtout tous les ans auront un droit aux dividendes. Voilà donc le principe de l'augmentation de capital. Donc de ce fait, l'entreprise qui a émis donc les titres sur le marché va percevoir les fonds. Alors, bien entendu, il y aura des frais qui seront engagés, donc qui seront prélevés par les banques, les organismes donc spécialisés. Mais au final, celle-ci, donc l'entreprise, va augmenter son capital, et c'est donc un financement externe. Donc on va indiquer ça maintenant. On va mettre ça comme ça ici. Voilà. Donc là, ça résume ce que je viens de dire. Hop. Voilà. Donc c'est l'émission de titres sur le marché afin que les entreprises ou des particuliers les acquièrent. Ainsi, ils deviennent actionnaires et obtiennent des droits de vote, droits de dividendes. Les fonds ainsi obtenus viennent augmenter le poste capital du passif du bilan comptable de l'entreprise émettrice. Il existe aussi donc d'autres types d'augmentation de capital, mais ça c'est vraiment purement comptable, donc ce n'est pas au programme des BTS commerciaux. Autre type de financement externe, il s'agit de l'emprunt. Alors le problème de l'emprunt, c'est pas le fait, enfin en gestion en tous les cas, c'est pas le fait de l'emprunter, c'est le fait de le rembourser. De quelle manière l'entreprise peut-elle rembourser son emprunt? Donc on va voir deux façons. On va voir le remboursement par amortissement constant, qui je dirais est la méthode la plus simple entre guillemets. Et on a également le remboursement par annuité constante. Là c'est un peu plus compliqué. Donc on va d'abord parler du remboursement par amortissement constant. Alors pour cela on va prendre un exemple, parce que c'est pas du tout évident d'expliquer cela comme ça. Alors, juste un instant, voilà. Donc ici, un exemple concret de l'emprunt et surtout du remboursement donc par amortissement constant. Alors, lorsqu'on dit amortissement constant, ça veut dire simplement que chaque année, l'entreprise va rembourser une partie qui sera toujours la même. Dans son remboursement global, il y aura deux éléments. Il y a toujours deux éléments. Il y a la partie amortissement et la partie intérêt. Et donc la partie amortissement, dans le cas donc du remboursement par amortissement constant, sera identique chaque année. C'est donc la partie intérêt qui va être modifiée chaque année, qui va être, moindre chaque année. Donc prenons un exemple. Ici, on a pris un exemple d'un emprunt de 10 000 € sur une durée de 5 ans, avec un taux annuel de 6%, et donc un type de remboursement par amortissement constant. Donc on vous demandera souvent de faire un tableau de remboursement, un tableau financier. Ici on a pris l'exemple. Alors concrètement on a 3 et 3, 6 colonnes. La dernière n'est pas obligatoire. On a donc d'abord les périodes. Alors les périodes c'est donc les années généralement, d'accord. On a ici ensuite le capital restant dû début de période. Concrètement, c'est combien il me reste en termes de capital en début d'année. Alors, en début d'année, si on fait des remboursements annuels, d'accord. Donc concrètement ici, il me reste 10 000 € en termes de capital début N. Ici, il me reste 8 000 €, donc on verra le calcul après bien sûr. 8 000 € en termes de capital début N plus 1, et ainsi de suite. Bien. Ici, la colonne intérêt, eh bien, chaque année, l'entreprise va rembourser, entre autres, des intérêts, calculés à l'aide du taux d'intérêt. Donc concrètement, on va prendre le capital restant dû, donc ce montant ici, auquel on va appliquer le taux d'intérêt. Donc ici, dans mon exemple, ça va être 10 000 € multiplié par 6%, ce qui donne 600 €. Ici, on a en 8 000 €, donc capital restant dû, auquel on applique 6%, et donc on va avoir 480 €, et ainsi de suite. Donc vous constatez bien entendu que c'est dégressif. Alors c'est évident puisque ici la base est dégressive. D'accord? Bien. Ici dans la colonne amortissement ou remboursement, c'est justement la partie qui est constante, puisque d'après notre exemple, on a dit qu'on effectuait un règlement par amortissement constant. Donc le montant est le même. Donc comment ça se passe? Eh bien on prend le montant de l'emprunt et on le divise par la durée de l'emprunt. Donc ici c'est 5 ans. Donc 10 000 divisé par 5, 2000. C'est la raison pour laquelle ici on a toujours 2000 € chaque année. D'où le terme amortissement constant. Le terme annuité, lui, eh bien, comment dirais-je, c'est la somme de l'intérêt et de l'amortissement ou du remboursement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, concrètement, chaque année l'entreprise rembourse un montant qu'on appelle annuité, qui vient de année.
eh bien, dans cette annuité, il y a deux éléments. L'amortissement lui-même, du capital, et l'intérêt, la partie intérêt. D'accord? Donc concrètement, 2000 plus 600, 2600, 2000 plus 480, 2480, et ainsi de suite. L'annuité. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste à rembourser en termes de capital à la fin de l'année N? Eh bien, ça va être ici mon capital restant dû en début de période, moins ma partie amortissement. Donc 10 000 moins 2000, 8000. Ensuite, 8000 moins 2000, 6000, et ainsi de suite. Là encore, c'est dégressif, puisque justement, ici, c'est dégressif. D'accord? Donc voilà ce tableau ensuite. Donc, ah oui, dernière chose, le montant donc du capital restant dû fin de période devient le montant capital restant dû début de période de l'année suivante. Et ainsi de suite. À la fin du tableau, donc à la fin de la durée de remboursement, on a ici bien entendu on doit avoir 0, ce qui veut dire qu'on a bien effectivement tout remboursé. Donc voilà pour le remboursement par amortissement constant. Deuxième type de remboursement, de mode de remboursement d'un emprunt, c'est le remboursement par annuité constante. Donc on va prendre un exemple aussi, parce que c'est pas évident à expliquer. Alors ici, on a donc cet exemple-là qu'on va expliquer. Hop. Voilà. Donc concrètement, voilà, là vous allez mieux voir comme ça dans un premier temps. Donc concrètement ici on a pris le même exemple, sauf que on nous précise que le mode de remboursement est par annuité constante. Alors déjà il faut comprendre que le terme annuité constante, ça veut dire que chaque année l'entreprise va rembourser un montant identique, d'accord? Contrairement à tout à l'heure, il n'y avait qu'une partie qui était la même. Ici c'était la partie amortissement, et donc l'annuité était différente chaque année, on le voit bien ici. Par contre ici maintenant, puisqu'on rembourse par annuité constante, donc on va déjà voir dans notre tableau ici, la trame est la même du tableau. On va déjà voir ici que l'annuité est la même, puisque justement on rembourse par annuité constante. Bien. Donc, dans un premier temps, il faut calculer ce montant d'annuité constante. Alors soit on vous donne le montant de l'annuité constante, concrètement dans l'exercice, ou alors il y a une formule qui est la suivante, donc ce montant de l'emprunt, multiplié par le taux d'intérêt divisé par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt exposé en moins n, donc une formule à appliquer, et on obtient donc le montant de l'annuité constante, que l'on indique directement dans le tableau, ici, dans la colonne annuité, puisque ça ne bouge pas, elle est la même, d'accord? Donc là, c'est identique. La trame du tableau est la même aussi, on a bien toujours les périodes, le capital restant dû, en début de période, les intérêts, l'amortissement ou le remboursement de l'emprunt, la partie, donc l'annuité, ce que l'entreprise rembourse chaque année, d'accord, et ce qu'il reste à rembourser en fin d'année en termes d'emprunt de capital. Bien. Et ensuite l'exercice, je dirais le principe est le même. On a ici d'abord le capital restant dû en début de période par rapport à l'année qui se trouve ici. Là on applique le taux, toujours pareil, donc 10 000 fois 6%. Par contre ce qui va changer c'est le mode de calcul ici. Puisque au départ on a calculé l'annuité, donc on a renseigné ici cette colonne. Donc pour trouver le montant qui se trouve ici, c'est-à-dire l'amortissement ou le remboursement, eh bien on va prendre l'annuité à laquelle on va déduire la partie intérêt. Puisqu'on a dit tout à l'heure que l'annuité ici était égale donc à l'intérêt plus la partie remboursement ou amortissement. Donc forcément, mathématiquement, si je n'ai pas cette partie-là, par contre j'ai celle-ci, eh bien je peux faire 2600 moins 600, ce qui me donne 2000. Donc c'est ce qu'on fait ici pour trouver la partie amortissement. On prend le montant de l'annuité constante, qu'on a calculé tout à l'heure, à laquelle on déduit la partie intérêt, et on trouve bien entendu la partie amortissement. Et voilà pourquoi ici, donc ça ne bouge pas, puisque c'est constant. Par contre ici, la partie amortissement, elle, n'est plus constante, puisque justement, elle varie, puisque c'est soit l'un soit l'autre qui est, comment dirais-je, constant, et surtout pas l'amortissement et l'annuité. Donc je répète, pour calculer l'annuité constante, il y a une formule, ou alors on vous donne le montant de l'annuité constante, ou alors on prend le montant de l'annuité constante et on déduit la partie intérêt, ce qui nous donne la partie amortissement. Comme tout à l'heure, le capital restant dû fin de période, ce sera la différence entre
mon capital début de période et ma partie amortissement ou remboursement. Concrètement, 10 000 moins 1773,96 me donne 8 226,04. Et encore une fois, comme tout à l'heure, le capital restant dû fin de période devient le capital restant dû début de période de l'année suivante. Et ainsi de suite. Et encore comme tout à l'heure, ici on doit avoir bien sûr 0 pour constater un remboursement total. Il nous reste à voir maintenant le troisième type de financement externe, qui est en fait le crédit bail. Donc on va voir ce que c'est. En fait, le crédit bail, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de location qui permet à l'entreprise donc de posséder, entre guillemets, donc un bien, par exemple une grue, si elle souhaite obtenir une grue. Elle paye donc des loyers. Alors ça peut être des loyers annuels ou trimestriels ou semestriels, ça dépend en fait après du contrat de location. L'entreprise n'est pas propriétaire du bien, surtout pas, elle est locataire. Donc elle doit se comporter comme si elle était propriétaire du bien, donc en bon père de famille on dit. Alors le principal avantage du crédit bail, donc de ce type de location, c'est qu'en fait il n'y a aucun aucun impact sur la trésorerie, puisque il n'y a aucun impact sur les grands équilibres. Alors on va indiquer tout ça. Alors je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc voilà, donc contrat de location d'un bien à durée déterminée, ça je l'avais oublié de le dire, accompagné de la possibilité de devenir propriétaire au terme du contrat. Effectivement, à la fin du contrat, l'entreprise a la possibilité soit de devenir propriétaire, soit, alors, moyennant bien sûr finance, mais généralement on tient compte des loyers qui ont été versés, donc le prix est très faible si on souhaite acquérir le bien à terme. Deuxième possibilité, reconduire le contrat si on a encore besoin du bien. Troisième possibilité, c'est de mettre un terme au contrat. On n'a plus besoin de cette fameuse grue et donc le contrat est rompu, normalement entre guillemets. Et donc on a dit également que le principal avantage du crédit bail ne modifie pas les grands équilibres financiers. Il n'y a donc pas d'impact sur la trésorerie puisque l'entreprise n'a pas de fonds à avancer, même si souvent, très souvent, il y a un dépôt de garantie qui est déposé mais qui n'est pas encaissé. Voilà donc ce qu'on peut dire principalement sur le crédit bail et plus globalement sur le financement externe et encore plus globalement sur le financement des investissements. À très bientôt.